Dans les méandres de l'histoire, l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir est un récit qui conjugue ambition démesurée, opportunisme politique et une volonté de fer qui a façonné le destin tragique du XXe siècle. Né dans une petite ville autrichienne de Braunau, cet homme, alors sans diplôme ni expérience politique notable, a su captiver et motiver les masses, exploitant les failles d'une république fragilisée pour ériger son régime totalitaire. Le 30 janvier 1933 marque le tournant décisif lorsqu'Hitler est nommé chancelier dans la légalité républicaine définie par la Constitution de Weimar. Dès lors, il entame une métamorphose politique qui le mènera à devenir le Führer, le guide incontesté de l'Allemagne. Sa montée en puissance est ponctuée d'événements clés tels que le putsch de la brasserie de 1923, qui, bien que manqué, deviendra un mythe fondateur du parti nazi. Parallèlement à cette ascension impitoyable, des voix se sont élevées, dans l'ombre, des âmes courageuses qui ont tenté de mettre fin à sa tyrannie. En effet, plus de 42 tentatives d'assassinat ont été documentées, témoignant de la résistance face à l'oppression. Parmi elles, les complots de Johann Georg Elser en 1939 et de Klaus von Stauffenberg en 1944 se distinguent par leur audace et leur proximité à changer le cours de l'histoire. Ces complots, orchestrés par des individus courageux et des groupes de résistance, démontrent la détermination sans faille de ceux qui ont risqué leur vie pour mettre fin à la tyrannie. De l'empoisonnement manqué à l'explosif caché, chaque tentative est un récit de courage, de ruse et de désespoir. Retour sur quelques-unes des histoires incroyables de ceux qui ont tenté de changer le cours de l'histoire en éliminant l'un des dictateurs les plus meurtriers de son temps. Bon visionnage. L'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir est un chapitre sombre de l'histoire, marqué par une combinaison complexe de facteurs personnels, politiques et sociaux. Né dans une petite ville frontalière entre l'Autriche et l'Allemagne, Hitler a grandi dans un environnement discipliné, façonné par son père douanier et sa mère attentionnée. La mort prématurée de ses parents l'a laissé orphelin et a semé les graines d'une trajectoire tumultueuse. Ses aspirations artistiques l'ont conduit à Vienne, où il a été confronté à des rejets répétés de l'Académie des Beaux-Arts, alimentant sa frustration et son amertume. C'est dans cette ville qu'il a été exposé à des idées antisémites et nationalistes qui ont influencé ses opinions politiques naissantes. La Première Guerre mondiale a offert à Hitler un sens du but et une reconnaissance pour son service militaire. Mais la défaite de l'Allemagne et les termes humiliants du traité de Versailles ont exacerbé son ressentiment. Après la guerre, l'Allemagne était en proie au chaos et à l'instabilité, un terreau fertile pour les talents oratoires de Hitler. Il a ainsi rejoint le Parti ouvrier allemand, qu'il a rapidement transformé en Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Malgré un coup d'État raté en 1923, qu'il a conduit en prison, il a utilisé ce temps pour rédiger Mein Kampf, un livre exposant sa vision pour l'Allemagne et renforçant son idéologie antisémite. À sa libération, Hitler a capitalisé sur la crise économique de la Grande Dépression, présentant le parti nazi comme un sauveur pour une nation en détresse. Ses discours passionnés et ses promesses de renaissance ont attiré des foules immenses et en 1930, le parti nazi est devenu une force politique majeure. L'année 1933 a marqué le point culminant de son ascension avec sa nomination en tant que chancelier par le président Paul von Hindenburg, une manœuvre politique qui a exploité la peur et l'instabilité nationale. Cette période de l'histoire reste un rappel puissant de la façon dont l'ambition personnelle et l'exploitation du désarroi sociétal peuvent mener à des conséquences tragiques. Elle souligne l'importance de la vigilance et de la responsabilité collective pour prévenir de telles ascensions destructrices dans l'avenir. L'ascension du parti nazi en Allemagne dans les années 1920 est un sujet complexe et sombre de l'histoire européenne. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était en crise, avec une économie en ruine et un sentiment national d'humiliation dû au traité de Versailles. C'est dans ce contexte que le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler,
a commencé à gagner en influence. Adolf Hitler, un Autrichien ayant échoué à devenir artiste, s'est donc reconverti en politique après avoir été décoré pendant la guerre. Il a rejoint le DAP, le Deutsche Arbeiterpartei, le Parti ouvrier en allemand, qu'il a transformé en NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, plus connu sous le nom de Parti nazi. En tant qu'orateur charismatique, Hitler a rapidement pris le contrôle du parti, devenant son leader en 1921, au point de se faire appeler le Führer, en l'occurrence le guide. Le parti a promu un mélange d'antisémitisme virulent, de nationalisme extrême et d'anticommunisme, attirant ceux qui étaient désillusionnés par la situation actuelle de l'Allemagne. Il a également mis en œuvre une série de réformes stratégiques pour renforcer son pouvoir et étendre l'influence du parti. Ce dernier a ainsi été restructuré en profondeur avec une hiérarchie centralisée, avec en point d'orgue le Führer, entouré des SA, une force paramilitaire pour protéger les rassemblements du parti et dissuader les opposants. La propagande a été intensifiée, notamment via le journal Volkischer Beobachter, pour diffuser l'idéologie nazie et recruter des membres. Ainsi, Hitler a capitalisé sur son éloquence pour galvaniser les foules, prônant un nationalisme fervent, un antisémitisme virulent et un anticommunisme. Des thèmes qui ont trouvé un écho auprès d'une population allemande désillusionnée et en quête de changement. Suite à l'aggravation de la situation économique, après le crash boursier de 1929, le parti nazi a su exploiter le mécontentement populaire en promettant de restaurer la grandeur de l'Allemagne et de combattre les ennemis perçus de l'intérieur et de l'extérieur. Le parti a ainsi gagné un soutien considérable. Cependant, avant le putsch de la brasserie de Munich en 1923, le parti nazi n'était encore qu'un groupuscule parmi d'autres mouvements nationalistes. Le putsch a ainsi été un échec, mais il a servi de catalyseur pour que Hitler repense sa stratégie et cherche à obtenir le pouvoir par des moyens légaux. En résumé, l'ascension fulgurante du parti nazi a été alimentée par une combinaison de facteurs économiques, sociaux et politiques, ainsi que par la capacité de ses dirigeants à mobiliser le désespoir et la colère d'une population en quête de changement. Le putsch de la brasserie, également connu sous le nom de putsch de Munich, est un événement marquant de l'histoire allemande du début du XXe siècle. Dans la soirée du 8 avril 1923, Adolf Hitler, alors dirigeant du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, a orchestré une tentative de coup d'État à Munich, en Bavière. L'objectif était de renverser le gouvernement de la République de Weimar et d'établir un régime autoritaire sous la direction d'Hitler. Le contexte de l'époque était tumultueux et l'Allemagne, affaiblie par sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, était en proie à une crise économique sans précédent, exacerbée par les réparations de guerre imposées par le traité de Versailles. En 1923, l'inflation avait atteint des niveaux astronomiques, rendant la monnaie allemande pratiquement sans valeur. C'est dans ce climat de désespoir et de frustration que le NSDAP a gagné en popularité, promettant de restaurer la grandeur de l'Allemagne et de mettre fin à l'humiliation nationale. Le putsch a donc été minutieusement planifié. Hitler et ses partisans, dont Ernst Röhm et Hermann Göring, ont prévu de s'emparer de Munich, puis de marcher sur Berlin. Le soir du 8 novembre, ils ont envahi la Burger Braukeller, une brasserie où se tenait une réunion politique. Avec le soutien du général Erich Ludendorff, ils ont tenté de convaincre les dirigeants bavarois, notamment Gustav von Kahr, Otto von Lossow et Hans von Zeischer, de se joindre à leur cause. Cependant, le putsch a rapidement tourné au désastre. En effet, les dirigeants bavarois, bien qu'initialement semblant coopérer, ont réussi à s'échapper et à mobiliser les forces de l'ordre contre les putschistes. Le lendemain, le 9 novembre, lors de la marche sur la Feldherrnhalle, une place centrale de Munich, les putschistes se sont heurtés à la police et à l'armée. Le conflit a fait plusieurs morts des deux côtés et le coup d'État a échoué. Les conséquences du putsch ont été significatives. Hitler a en effet été arrêté et condamné à 5 ans de prison, bien qu'il n'ait purgé que 13 mois de sa peine à la prison de Landsberg. Durant son incarcération, il a rédigé Mein Kampf, un ouvrage qui allait devenir le fondement idéologique du nazisme. Le putsch a également servi de leçon à Hitler, qui a compris que la prise du pouvoir ne pouvait se faire par la force brute, mais nécessitait une stratégie plus subtile et le soutien des élites conservatrices et de l'armée.
Malgré son échec, le putsch de la brasserie a joué un rôle crucial dans l'ascension d'Hitler et du NSDAP. Il a contribué à forger le mythe du martyr autour des figures tombées lors du putsch et a été commémoré chaque année par les nazis une fois au pouvoir. Plus encore, il a marqué un tournant dans la stratégie du mouvement nazi qui a dès lors cherché à gagner le pouvoir par des moyens légaux et politiques, tout en éliminant ses adversaires par la violence et l'intimidation, comme lors de la nuit des longs couteaux. En définitive, le putsch de la brasserie est un exemple édifiant de la manière dont les circonstances historiques particulières, combinées à l'ambition et à la détermination d'un homme, peuvent influencer le cours de l'histoire. Bien que cet épisode soit relativement mineur dans l'histoire globale de la République de Weimar, il a eu des répercussions profondes et durables, non seulement sur l'Allemagne, mais aussi sur le monde entier. La nuit des longs couteaux, un terme qui évoque les images sombres et sanglantes d'une purge brutale, reste l'un des événements les plus notoires de l'histoire du Troisième Reich. Cette purge a eu lieu entre le vendredi 29 juin et le lundi 2 juillet 1934, principalement durant la nuit du 29 au 30 juin. Elle a été orchestrée par Adolf Hitler lui-même, avec l'aide de ses plus proches collaborateurs, pour consolider son pouvoir en éliminant les opposants internes au sein du parti nazi. Depuis son accession au pouvoir, en janvier 1933, Hitler était confronté à des tensions croissantes au sein de son mouvement. La SA, une organisation paramilitaire dirigée par Heinz Röhm, avait joué un rôle crucial dans la montée au pouvoir des nazis grâce à sa violence et sa terreur de rue. Cependant, en 1934, la SA, avec ses millions de membres, était devenue une menace pour l'ordre et la stabilité que Hitler souhaitait établir. Röhm, avec ses ambitions de pouvoir et ses visions d'une révolution sociale, était en désaccord avec les objectifs de Hitler, qui cherchait à obtenir le soutien des milieux conservateurs et de l'armée. La purge a donc été précipitée par des rumeurs et des accusations fabriquées de toutes pièces par Heinrich Himmler, Reinhard Heinrich et Hermann Göring, qui ont convaincu Hitler que Röhm et la SA préparaient un coup d'État. En réalité, il s'agissait d'une excuse pour éliminer les rivaux politiques et renforcer le contrôle d'Hitler sur le parti nazi et l'Allemagne. Dans la nuit fatidique, Hitler, armé d'un pistolet, a fait irruption à l'hôtel Anselbauer à Bad Wiessee, où Röhm et d'autres dirigeants de la SA étaient réunis. Röhm et plusieurs centaines d'autres ont été arrêtés et exécutés sans procès. Les assassinats n'étaient pas limités à la SA, d'autres victimes comprenaient des conservateurs, des critiques du régime et des rivaux personnels de Hitler, comme l'ancien chancelier Kurt von Schleicher. Les meurtres, bien qu'illégaux, étaient acceptés rétroactivement par une loi du 3 juillet 1934 qui a déclaré les actions de Hitler comme étant légales et nécessaires pour la survie de l'État. Cette loi a été acceptée par tous les membres du gouvernement, y compris ceux qui n'étaient pas nazis. La réaction du public et des élites allemandes a été en grande partie positive. Beaucoup ont vu en effet dans cette purge brutale un moyen de rétablir l'ordre et la discipline. Elle a également assuré à Hitler le soutien de l'armée et des milieux conservateurs, ainsi que des grands financiers et industriels qui craignaient les réformes sociales radicales prônées par Röhm et la SA. La nuit des longs couteaux a marqué un tournant dans l'histoire du régime nazi. Elle a non seulement éliminé une menace potentielle pour Hitler, mais a également envoyé un message clair à tous les membres du parti et à la population allemande. La loyauté envers Hitler était primordiale et toute opposition serait traitée sans pitié. Cet événement a consolidé le pouvoir d'Hitler et a ouvert la voie à des actes encore plus atroces, comme la nuit de cristal et l'Holocauste, qui allaient suivre dans les années à venir. En résumé, la nuit des longs couteaux est un exemple frappant de la manière dont le pouvoir absolu peut corrompre et comment la soif de pouvoir peut mener à des actes de violence et de trahison impensables. Elle reste un rappel sombre des dangers de laisser un pouvoir incontrôlé entre les mains d'un seul homme et des conséquences tragiques qui peuvent en découler pour une société. La conspiration Oster, du nom de son principal instigateur, le général-major Hans Oster, est un épisode fascinant et souvent méconnu de la résistance allemande contre le régime nazi. En 1938, alors que l'Europe est au bord de la guerre en raison des tensions autour des territoires des Sudètes,
un groupe d'officiers de haut rang de la Wehrmacht, dirigé par Oster, conçoit un plan audacieux pour renverser Adolf Hitler et empêcher l'Allemagne de se lancer dans un conflit qu'il juge catastrophique. Le contexte de la conspiration est marqué par la montée en puissance du Troisième Reich et la politique agressive d'Hitler envers ses voisins. Les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie, peuplée majoritairement d'Allemands, devient le point de mire du Führer qui réclame leur annexion à l'Allemagne. Face à cette menace, les conspirateurs dont Oster, Ludwig Beck, Walter von Brauchitsch, Franz Halder, Wilhelm Canaris ou Erwin von Witzleben envisagent un coup d'État militaire. Le plan est simple, mais périlleux. Lors d'un assaut sur la chancellerie du Reich, des troupes fidèles aux comploteurs devraient prendre le contrôle du gouvernement, arrêter ou même assassiner Hitler et rétablir une forme de gouvernement plus modéré, voire restaurer la monarchie sous Guillaume II, alors en exil. Hans-Jürgen von Blumenthal est désigné pour mener l'assaut contre la chancellerie et éliminer Hitler, une étape jugée nécessaire pour neutraliser l'appareil du parti nazi et éviter la guerre avec la Tchécoslovaquie. Les conspirateurs ne se limitent pas au cercle militaire, ils incluent également des diplomates comme Ernst von Weizsäcker ainsi que Theodor et Erich Kordt. Theodor Kordt en particulier est considéré comme un contact essentiel avec les Britanniques dont l'opposition ferme à l'annexion des Sudètes est cruciale pour la réussite du complot. Cependant, les événements prennent une tournure inattendue avec les accords de Munich. Neville Chamberlain et Édouard Daladier cèdent aux exigences d'Hitler, permettant l'annexion des Sudètes sans conflit armé. Hitler est alors perçu en Allemagne comme le plus grand homme d'État de son temps, ayant obtenu un accroissement territorial notable sans verser de sang. La conspiration Oster perd ainsi sa raison d'être et est abandonnée. Les suites de la conspiration sont tout aussi intéressantes cependant. Bien que le complot en 1938 échoue, ses participants ne sont pas identifiés ni inquiétés immédiatement. Beaucoup d'entre eux rejoignent alors la résistance allemande au nazisme et collaborent à l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Cependant, après l'échec de ce dernier, les comploteurs sont arrêtés et nombre d'entre eux sont exécutés, y compris Oster, qui est pendu au camp de concentration de Flossenburg en avril 1945. La conspiration Oster reste un témoignage de la complexité de la résistance allemande et de la diversité des opinions au sein de l'armée et de l'élite politique de l'époque. Elle souligne également l'importance des décisions politiques internationales et leur impact sur les mouvements de résistance interne. Malgré son échec, la conspiration Oster est un exemple poignant de courage et de conviction face à l'une des dictatures les plus brutales de l'histoire. L'opération Valkyrie, connue également sous le nom de complot du 20 juillet 1944, représente l'un des moments les plus dramatiques et cruciaux de la résistance allemande contre le régime nazi. Orchestrée par un groupe de conjurés civils et militaires, cette tentative d'assassinat contre Adolf Hitler avait pour objectif ultime de renverser le régime nazi et de négocier la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les puissances alliées. Le cerveau de l'opération était le comte Klaus von Stauffenberg, un officier de la Wehrmacht profondément opposé à la tyrannie nazie. Stauffenberg et ses complices, qui comprenaient des figures telles que Ludwig Beck, Friedrich Olbricht et Henning von Tresckow, ont cherché à utiliser le plan d'urgence national, initialement conçu pour réprimer une insurrection, et ce afin d'orchestrer un coup d'État. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg s'est donc rendu à la Wolfschanze, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale, avec une bombe dissimulée dans sa mallette. Celle-ci, déposée par le colonel Klaus von Stauffenberg dans une salle de conférence, étant destinée à exploser en présence de Hitler. Stauffenberg avait placé la mallette contenant la bombe sous la table de la salle de conférence où le Führer tenait cette même réunion avec ses généraux. Après avoir excusé sa sortie, Stauffenberg s'est éloigné juste avant l'explosion. La bombe a détonné, tuant 4 personnes et blessant 20 autres, dont 2 grièvement et 8 légèrement, parmi lesquels se trouvaient Hitler, Kettel et Jodl. La raison pour laquelle Hitler a survécu à l'explosion tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, Stauffenberg, gêné par son handicap, il avait en effet perdu un œil, sa main droite et 2 doigts de sa main gauche lors d'une opération en Afrique du Nord en 1943. N'a eu en effet le temps d'activer qu'une seule charge explosive sur les 2 prévues.
De plus, la mallette contenant la bombe a été déplacée par un officier présent dans la salle, ce qui a changé la direction de l'explosion et a permis à Hitler de ne subir que des blessures légères. L'incertitude sur le sort de Hitler et la préparation des conjurés ont retardé le lancement du coup d'État prévu dans la seconde phase de l'opération. Ce retard, ainsi que l'annonce de la survie de Hitler, ont permis aux partisans du Führer de faire échouer le coup d'État, qui n'a reçu quasiment aucun soutien de la part de la population civile ou de l'immense majorité des militaires. En effet, la nouvelle de la mort d'Hitler était essentielle pour que le coup d'État réussisse, mais la confusion et l'incertitude qui ont suivi l'attentat ont retardé les actions des conspirateurs à Berlin. Lorsque la survie d'Hitler a été confirmée, les efforts pour prendre le contrôle du gouvernement ont donc rapidement échoué. Quoi qu'il en soit, l'échec de l'opération Valkyrie a entraîné une répression brutale. La Gestapo a en effet lancé une vague de répression contre les conjurés et contre les nombreux opposants présumés qui n'avaient aucun lien avec l'attentat manqué. Des dizaines de participants au complot ont été jugés par le tribunal du peuple et condamnés à mort. Cet échec a également renforcé la méfiance de Hitler à l'égard du corps des officiers de la Wehrmacht au profit de la SS. Le complot du 20 juillet a marqué un tournant dans la perception de la résistance allemande. Bien que l'attentat ait échoué, il a démontré qu'il existait une opposition significative au sein de l'Allemagne nazie, même parmi les rangs de l'armée. Les conspirateurs de l'opération Valkyrie sont aujourd'hui honorés pour leur courage et leur volonté de sacrifier leur vie dans l'espoir de libérer leur pays de la tyrannie et de mettre fin à la guerre. L'histoire de l'opération Valkyrie reste un exemple poignant de la résistance face à l'oppression et de la complexité morale de la guerre. Elle souligne la lutte intérieure que de nombreux Allemands ont menée contre un régime qui a plongé le monde dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. Les actions de Stauffenberg et de ses complices continuent d'inspirer ceux qui luttent pour la justice et la liberté face à des régimes autoritaires et oppressifs. C'est ainsi que Klaus von Stauffenberg a été incarné au cinéma par Tom Cruise dans le film Valkyrie, sorti en 2008. Réalisé par Bryan Singer, ce film dramatique historique retrace l'organisation et la tentative d'assassinat du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler, se focalisant sur la figure de Stauffenberg. Le film a été tourné à des endroits historiques et a suscité des discussions dans le monde entier pour sa représentation des événements entourant l'opération Valkyrie. Tom Cruise, dans le rôle de Stauffenberg, dépeint l'officier de la Wehrmacht comme un homme déterminé à sauver l'Allemagne de la destruction causée par Hitler. Le film a reçu des critiques variées et a été nommé pour plusieurs récompenses, reflétant l'impact durable de l'histoire de Stauffenberg et de ses co-conspirateurs dans la mémoire collective. L'opération Étincelle, également connue sous le nom de conspiration Treskov, est un chapitre moins connu, mais tout aussi significatif de la résistance allemande au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette opération, orchestrée par le major général Henning von Treskov, un officier de la Wehrmacht et membre de la résistance intérieure allemande, visait à assassiner Adolf Hitler et à renverser le régime nazi. Henning von Treskov, né dans une famille aristocratique prussienne, a servi avec distinction sur plusieurs fronts avant de devenir l'un des principaux architectes de la résistance militaire contre Hitler. Profondément affecté par les atrocités commises par les nazis, en particulier sur le front de l'Est, Treskov a été motivé par un sens aigu de la justice et du devoir moral. L'opération Étincelle faisait partie d'une série de tentatives d'assassinat contre Hitler qui comprenaient des plans élaborés comme l'opération Valkyrie. Treskov a conçu plusieurs stratégies pour éliminer le Führer, allant de l'attentat à la bombe à l'empoisonnement. L'une des tentatives les plus notables a eu lieu en mars 1943, lorsque Treskov a placé une bombe dans l'avion de Hitler. Cependant, la bombe n'a pas explosé en raison d'un dysfonctionnement du mécanisme de détonation. L'opération Étincelle était censée coïncider avec un soulèvement à Berlin et dans d'autres villes clés, où les conspirateurs espéraient prendre le contrôle des centres de communication et des points stratégiques. Le plan était de proclamer la mort de Hitler et d'annoncer la formation d'un nouveau gouvernement, tout en appelant à la fin de la guerre et à la restauration de l'ordre légal en Allemagne. Malgré la préparation minutieuse et le soutien de plusieurs hauts fonctionnaires et officiers, l'opération Étincelle n'a jamais été pleinement mise en œuvre. Les occasions de tuer Hitler étaient rares et les risques élevés. De plus,
La loyauté indéfectible de nombreux soldats et officiers envers le Führer rendait difficile l'exécution d'un tel plan sans être découvert. Après l'échec de l'opération Valkyrie, la tentative d'assassinat la plus célèbre contre Hitler, Treskov et d'autres conspirateurs ont été exposés et ont fait face à des représailles sévères. Treskov lui-même a choisi de se suicider en juillet 1944, après avoir appris l'échec de l'attentat contre Hitler et la répression imminente contre les membres de la résistance. La conspiration Treskov et l'opération Étincelle illustrent la détermination et le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour s'opposer à la tyrannie. Bien que leurs efforts n'aient pas réussi à mettre fin au régime nazi, ils ont laissé un héritage durable de résistance et de lutte contre l'oppression. Les actions de Treskov et de ses collègues résistants sont un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, il y a ceux qui se lèvent pour défendre la justice et l'humanité. L'opération Foxley était un plan audacieux et secret élaboré par le Special Operations Executive, le fameux SOE britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, visant à assassiner Hitler. Bien que le plan n'ait jamais été exécuté, il reste un exemple fascinant des efforts de guerre clandestins et des scénarios et si qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Le SOE, créé en juillet 1940, avait pour mission de mener des opérations de guérilla, de sabotage et d'espionnage derrière les lignes ennemies. L'opération Foxley faisait partie de ces tentatives audacieuses pour mettre fin à la guerre en éliminant son principal protagoniste. Le plan initial de l'opération Foxley était de tirer sur Hitler lors de l'une de ses promenades matinales régulières au Berghof, sa résidence dans les Alpes bavaroises. Les informations recueillies par le SOE indiquaient qu'Hitler aimait se promener seul, sans protection rapprochée, ce qui offrait une opportunité unique pour une attaque de tireurs d'élite. Pour mener à bien cette mission, le SOE avait envisagé de parachuter une équipe de 2 hommes, dont l'un parlait couramment l'allemand et l'autre était un tireur d'élite. Les soldats devaient s'infiltrer dans la zone, trouver une position de tir stratégique et attendre le moment propice pour abattre le Führer. Les préparatifs de l'opération comprenaient l'étude minutieuse des habitudes d'Hitler, la sélection du personnel, l'entraînement au tir de précision et la planification de l'exfiltration des agents après l'assassinat. Les SOE avaient même identifié un candidat idéal pour le rôle du tireur d'élite, le capitaine Edmund Bennett, un officier britannique qui parlait couramment l'allemand grâce à son expérience de travail dans une usine de textile allemande avant la guerre. Cependant, malgré les préparatifs détaillés, l'opération Foxley fut abandonnée. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette décision. Certains au sein du gouvernement britannique craignaient que la mort d'Hitler ne déstabilise pas suffisamment le régime nazi et ne conduise à un successeur encore plus compétent et dangereux. D'autres pensaient que la présence d'Hitler, en tant que stratège militaire médiocre, était un fait bénéfique pour les Alliés. L'opération Foxley a également été mise en veilleuse en raison de l'augmentation de la sécurité autour d'Hitler après l'attentat manqué du 20 juillet 1944 mené par Klaus von Stauffenberg. Après cette tentative, Hitler est devenu plus méfiant et ses apparitions publiques se sont raréfiées, rendant toute tentative d'assassinat ultérieure beaucoup plus difficile. En fin de compte, l'opération Foxley est restée dans les dossiers secrets du SOE jusqu'à ce qu'elle soit déclassifiée des décennies plus tard. Elle offre un aperçu rare des opérations secrètes et des décisions difficiles auxquelles les dirigeants alliés ont été confrontés pendant la guerre. Bien que l'opération n'ait jamais été mise en œuvre, elle continue de susciter l'intérêt et le débat parmi les historiens et les passionnés de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de l'opération Foxley est un rappel que la guerre n'est pas seulement une série de batailles et de campagnes militaires, mais aussi un théâtre d'opérations clandestines et de guerres psychologiques. Les efforts du SOE pour affaiblir l'ennemi de l'intérieur et ébranler le moral des forces allemandes ont joué un rôle crucial dans l'issue finale du conflit. L'opération Foxley, bien qu'inachevée, reste un témoignage de l'ingéniosité et du courage de ceux qui ont combattu dans l'ombre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich s'effondrait sous les coups des Alliés et au sein de la hiérarchie nazie, des fissures commençaient à apparaître. Deux des plus hauts dignitaires du régime, Heinrich Himmler et Hermann Göring, ont chacun à leur manière trahi Adolf Hitler dans les derniers jours du conflit.
Heinrich Himmler, tout d'abord, le chef de la SS et architecte de l'Holocauste, a longtemps été considéré comme l'un des plus fidèles serviteurs d'Hitler. Cependant, face à l'inévitable défaite de l'Allemagne, Himmler a tenté de négocier secrètement avec les Alliés. En effet, en avril 1945, il a contacté le comte Folke Bernadotte, le vice-président de la Croix-Rouge suédoise, pour offrir la capitulation des forces allemandes en Europe du Nord en échange de sa propre protection. Himmler espérait ainsi sauver sa peau et peut-être même jouer un rôle dans l'Allemagne d'après-guerre. Lorsqu'Hitler a appris la trahison de Himmler, il a été furieux et il a déclaré traître à la nation. Hermann Göring, le commandant en chef de la Luftwaffe et l'un des plus anciens et plus puissants leaders nazis, a également agi dans son propre intérêt à la fin de la guerre. Le 23 avril 1945, alors que les Soviétiques encerclaient Berlin, Göring envoya un télégramme à Hitler lui demandant la permission de prendre le contrôle du Reich, invoquant un décret de 1941 selon lequel, si Hitler était capturé ou tué, Göring devait lui succéder. Hitler, qui était toujours vivant et n'avait pas été capturé, a interprété cela comme une tentative de coup d'État et a ordonné l'arrestation de Göring. Ces actes de trahison de la part de Himmler et Göring ont montré que même au sein du cercle le plus proche d'Hitler, la loyauté était conditionnelle et pouvait être mise de côté pour la préservation personnelle. Ces événements ont également souligné la désintégration du leadership nazi et la panique qui s'était emparée de ses membres alors que le régime s'effondrait. La trahison de Himmler a été particulièrement significative en raison de son rôle central dans la mise en œuvre de la politique raciale et de la solution finale. Sa tentative de négociation avec les Alliés a révélé non seulement son manque de loyauté envers Hitler, mais aussi sa compréhension que les crimes nazis ne seraient pas pardonnés et que sa seule chance de survie était de tenter de négocier. Quant à Göring, son action a été perçue comme une tentative désespérée de maintenir une forme de pouvoir alors que tout s'effondrait autour de lui. Son arrestation a marqué la fin de sa carrière politique et militaire. Après la guerre, Göring a été capturé par les Alliés et jugé lors des procès de Nuremberg. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et s'est suicidé la veille de son exécution prévue. Les trahisons de Himmler et Göring envers Hitler, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, sont des exemples de la décomposition morale et politique au sein du Troisième Reich. Elles illustrent également la nature opportuniste et égoïste des dirigeants nazis, prêts à abandonner leur fureur et à trahir leurs idéaux pour leur propre survie. Ces actes ont contribué à l'effondrement final du régime nazi et ont ouvert la voie à la reddition inconditionnelle de l'Allemagne en mai 1945. Le siège de Berlin en 1945 marque l'ultime et l'une des plus sanglantes confrontations de la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille a été le théâtre final où les rêves expansionnistes d'Adolf Hitler et du Troisième Reich ont trouvé leur fin tragique. La bataille de Berlin, qui a duré du 16 avril au 2 mai 1945, a été un affrontement cataclysmique entre l'armée rouge soviétique et les forces allemandes désespérées. À l'aube du 16 avril, l'offensive soviétique Vistule-Oder, qui avait commencé en janvier et février, a préparé le terrain pour l'assaut final sur la capitale du Reich. Les forces soviétiques, sous le commandement de Georgi Zhukov et Ivan Konev, étaient déterminées à capturer Berlin avant que les alliés occidentaux ne puissent y arriver. C'était une course non seulement stratégique, mais aussi symbolique, car la prise de Berlin signifierait la victoire sur le nazisme. Les défenseurs allemands, bien que numériquement et matériellement inférieurs, étaient résolus à défendre la ville jusqu'au dernier homme. Adolf Hitler, enfermé dans son Führer-Bunker, refusait d'accepter la réalité de la défaite et continuait d'ordonner des contre-attaques irréalistes. Les civils berlinois, pris au piège dans cette métropole assiégée, ont subi des privations extrêmes et ont été souvent utilisés comme travailleurs forcés ou soldats dans le Volkssturm, les milices populaires. Les combats dans Berlin ont été particulièrement brutaux. Les rues de la ville se sont transformées en champs de bataille avec des combats maison par maison et des bombardements incessants. L'armée rouge a progressé méthodiquement, mais avec une grande perte de vies humaines, tant militaires que civiles. Le symbole le plus marquant de la bataille a été la prise du Reichstag par les soldats soviétiques qui ont hissé le drapeau rouge sur le bâtiment, marquant ainsi la défaite imminente de l'Allemagne nazie. Le siège a également été marqué par des atrocités commises par les soldats soviétiques, notamment des viols et des pillages massifs, qui ont ajouté à la souffrance des civils berlinois.
La reddition des derniers soldats allemands de la garnison de Berlin le 2 mai a mis fin au combat, mais le calvaire des civils durant le siège a laissé des cicatrices profondes. La chute de Berlin a précipité la fin de la guerre en Europe et Hitler s'est suicidé le 30 avril, refusant de voir la défaite de son idéologie et de son empire. Les jours suivants, la prise de Berlin ont vu les derniers soubresauts du Troisième Reich, avec des poches de résistance allemande qui ont continué à se battre jusqu'à la capitulation sans condition de l'Allemagne, le 8 mai 1945. Le siège de Berlin est un rappel sombre de la destruction totale que peut entraîner la guerre. Il a non seulement marqué la fin du régime nazi, mais a également ouvert la voie à la division de l'Allemagne et de Berlin pendant la guerre froide, avec des conséquences qui se sont fait sentir pendant des décennies. La mémoire de cette bataille reste gravée dans l'histoire comme un témoignage de la résilience humaine face à l'adversité et de la capacité de l'esprit humain à persévérer malgré les horreurs de la guerre. La question de la mort d'Adolf Hitler a été l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La version officielle, et largement acceptée, est qu'Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945 dans son bunker à Berlin alors que les troupes soviétiques encerclaient la ville. Selon les rapports, il se serait tiré une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure et sa compagne, Eva Braun, en aurait également avalé. Leur corps aurait ensuite été brûlés par les membres du personnel du bunker pour éviter que leurs dépouilles ne soient capturées par les soviétiques. Cependant, au fil des ans, diverses rumeurs et théories ont émergé, suggérant qu'Hitler aurait survécu et se serait enfui en Amérique du Sud. Ces théories ont été alimentées par des déclarations initiales des soviétiques après la guerre, qui ont semé le doute sur le sort d'Hitler, et par le fait que son corps n'a jamais été formellement identifié à l'époque. Une des théories les plus persistantes est celle selon laquelle Hitler aurait été exfiltré de Berlin et aurait trouvé refuge en Argentine. Selon cette théorie, il aurait été transporté en sous-marin jusqu'en Amérique du Sud, où il aurait vécu sous une fausse identité. Des témoignages et des documents auraient été présentés pour étayer cette affirmation, y compris des rapports du FBI qui contiennent des rumeurs sur la survie d'Hitler. Cependant, ces documents ne sont pas considérés comme des preuves crédibles par les historiens et les experts. Les enquêtes menées par les services de renseignement occidentaux, notamment le FBI et la CIA, ont examiné certaines de ces rumeurs, mais ne leur ont jamais accordé de crédibilité. En outre, des témoins oculaires et les restes dentaires d'Hitler démontrent qu'il est bien mort dans son bunker à Berlin en 1945. Et pour cause, une équipe de chercheurs a analysé les dents ainsi qu'un fragment de crâne conservé par les Russes, confirmant qu'ils appartenaient bel et bien à Hitler. Résultat des courses, les dents correspondraient bien au dossier dentaire historique, le fragment du crâne présentant quant à lui un orifice compatible avec une blessure par balle, ce qui soutient la thèse du suicide. Également en 2018, le documentaire d'Infrarouge a présenté les résultats d'une enquête menée par des scientifiques français qui ont pu examiner les restes conservés à Moscou. Ils ont notamment réfuté l'affirmation selon laquelle le fragment de crâne appartenait à une femme et contribuait à dissiper les doutes fondés sur les théories complotistes concernant une prétendue survie d'Hitler après la guerre. Malgré cela, les théories de la survie d'Hitler ont été popularisées par de nombreux livres et émissions de télévision, mais elles sont considérées par les historiens et les experts scientifiques comme des théories marginales réfutées. Quoi qu'il en soit, elles continuent d'alimenter une industrie lucrative de théories du complot sur Hitler. En résumé, bien que la mort d'Hitler ait été entourée de mystères en raison de l'absence de preuves physiques immédiates et des premières déclarations contradictoires des soviétiques, la conclusion acceptée par la majorité des historiens est qu'il s'est suicidé en 1945. Les théories suggérant qu'il aurait survécu et se serait enfui en Amérique du Sud restent des spéculations sans fondement solide et sont rejetées par la communauté académique. La fascination pour ces théories du complot reflète peut-être le désir de certains de trouver des explications plus sensationnelles aux événements historiques, même en l'absence de preuves convaincantes. Ce qui est certain, c'est que l'année 1945 marque la fin dramatique et sans gloire du Troisième Reich, l'Allemagne signant sa capitulation inconditionnelle aux forces alliées et mettant fin au rêve d'un Reich de 1000 ans d'Hitler. Adolf Hitler est souvent considéré
comme l'incarnation du mal dans l'histoire moderne, un homme dont les actions ont conduit à la mort de millions de personnes et à l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. Sa montée au pouvoir et son règne tyrannique ont été marqués par une idéologie toxique qui a propagé la haine, la violence et la destruction à une échelle sans précédent. Cependant, même au sein du régime nazi, il y avait ceux qui reconnaissaient le danger qu'il représentait et qui ont tenté de l'éliminer ou de renverser son gouvernement par des coups d'État. En effet, au cours de son règne, Hitler a survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat et à des coups d'État. Ces complots étaient souvent menés par des membres de la résistance allemande, y compris des officiers de la Wehrmacht et des politiciens conservateurs. Parmi les tentatives les plus notables figure l'attentat de la brasserie de Munich en 1939, où Georg Gelser a placé une bombe dans une colonne derrière la tribune où Hitler devait prononcer un discours. Hitler a quitté les lieux plus tôt que prévu et la bombe a explosé sans atteindre sa cible. Mais également l'opération Valkyrie en 1944, connue aussi sous le nom de complot du 20 juillet, un plan élaboré par Klaus von Stauffenberg et d'autres conspirateurs pour assassiner Hitler avec une bombe cachée dans une mallette. La bombe a explosé mais Hitler n'a subi que des blessures légères en raison de la position de la bombe au moment de la détonation. Ces tentatives d'assassinat étaient motivées par la reconnaissance que Hitler menait l'Allemagne dans une guerre suicidaire sur deux fronts et que l'assassinat était le seul moyen de l'arrêter. Un coup d'État suivrait et un nouveau gouvernement à Berlin sauverait l'Allemagne de la destruction complète aux mains des Alliés. Malgré la planification minutieuse et le courage des conspirateurs, toutes les tentatives d'assassinat et les coups d'État ont échoué. Les raisons de ces échecs sont multiples, la chance, les erreurs de calcul, la loyauté indéfectible de certains partisans de Hitler et l'efficacité redoutable de la Gestapo pour déjouer les complots. Après chaque tentative ratée, les répressions étaient sévères, entraînant des arrestations massives et des exécutions. Les tentatives d'assassinat et les coups d'État contre Hitler sont significatifs car ils montrent qu'il y avait une opposition interne au nazisme, même au sein des structures de pouvoir de l'Allemagne. Ces actes de résistance soulignent que malgré la terreur et la propagande, il y avait des individus prêts à risquer leur vie pour mettre fin à la tyrannie. En fin de compte, ces complots ont échoué, mais ils ont laissé un héritage de courage et de conviction. Ils servent de rappel que même face à l'oppression la plus extrême, l'esprit humain peut se dresser pour défendre la justice et la moralité. La figure d'Hitler reste un symbole puissant du mal, mais les tentatives pour le renverser témoignent de la capacité de l'humanité à lutter contre l'obscurité avec la lumière de la résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, voici quelques moyens de le faire. Tout d'abord Tipeee, où vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don ponctuel ou en devenant un mécène régulier. Également, le bouton merci de YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer dessus. Enfin, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser vos amis, votre famille ou vos abonnés, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Cela aide grandement. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.